Bonsoir, nous sommes le jeudi 30 juin, vous regardez le 7-8 le journal. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où, comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, les titres. La fusion entre les Yvelines et les Hauts-de-Seine prend forme petit à petit. Ce matin, à Nanterre, le conseil d'administration de l'EPI des Yvelines et des Hauts-de-Seine se sont réunis pour le vote du budget 2016 et la fusion des sociétés d'aménagement. Explication à suivre. La 100e édition de l'Open de golf de Saint-Quentin en Yvelines démarre aujourd'hui. 26 Français prendront le départ de la 100e édition de leur Open national. Nous ferons le point sur place avec notre journaliste sportif Mickaël Elmidoro. Nous parlerons également des retombées de l'événement pour Saint-Quentin en Yvelines avec Jean-Pierre Sevestre en charge du sport pour l'agglomération. Et Daisy, c'est le nom de ce lecteur pour les malvoyants. C'est une nouveauté à plaisir. La bibliothèque du château s'est équipée de cet appareil qui permet aux personnes malvoyantes et handicapées de pouvoir lire ou plutôt écouter des livres audio et des CD. Nous y reviendrons. Et aujourd'hui, c'était une opération recrutement au Pôle emploi de Guyancourt qui s'est déroulée jusqu'à 16h. L'agence a proposé un job dating à plusieurs entreprises. Une opération menée à l'échelle régionale puisqu'elle s'inscrit dans le cadre des jeudis de l'emploi. Le dernier jeudi du mois, les agences franciliennes organisent ces rencontres entre employeurs et candidats. Cette fois, le recrutement était axé vers les publics dits sensibles, les jeunes, les seniors et les demandeurs d'emploi à longue durée. 5 entreprises se sont prêtées au jeu. Une quarantaine de postes étaient à pourvoir pour une cinquantaine de candidats. On écoute la responsable Céline Saint-Joannis nous donner plus de précisions. Elle était au micro de Camille Lambert. L'intérêt, c'est qu'ils doivent se présenter très rapidement puisque les entretiens sont de 15 à 20 minutes. Et puis d'avoir accès directement à l'employeur, ce qu'ils n'arrivent pas forcément à faire quand ils envoient seuls leur CV. Ça s'inscrit en lien avec le plan 500 000 formations du gouvernement, donc, qui prévoit l'entrée en formation de 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires qui, grâce à cette formation, auront un retour à l'emploi plus rapide. Et donc c'est pour ça que nous avons favorisé également les mesures pour l'emploi de type préparation opérationnelle à l'emploi, contrat de professionnalisation et aide individuelle à la formation. Je vous le disais en titre, c'est une fusion qui prend forme petit à petit. Ce matin, à Nanterre, le conseil d'administration de l'EPI des Yvelines et des Hauts-de-Seine se sont réunis pour le vote du budget 2016 et la fusion des sociétés d'aménagement. L'objectif de l'établissement public interdépartemental, permettre d'assurer un meilleur service aux habitants en commençant par la réorganisation des sociétés d'aménagement des territoires. Les précisions avec William L. L'établissement public interdépartemental des Yvelines et des Hauts-de-Seine est entré dans sa phase opérationnelle. Le conseil d'administration réuni ce matin à Nanterre a voté la fusion des sociétés d'économie mixte des deux départements. Ce matin, donc, nous avons pris des décisions importantes autour de l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, pour être bref, simple, clair, c'est la construction de logements et d'équipements. La construction de logements pour loger les Yvelinois, les Alto-Séquanais et les équipements qui vont avec ces constructions de logements. Une nouvelle structure a vu le jour ce matin, Citalios, une structure commune d'aménagement dirigée par les élus locaux. Ces missions, ça va être d'être au service des communes en particulier et de leur apporter toutes les compétences avec en même temps toute la réflexion que nous allons conduire et qui sera une réflexion qui sera plutôt dans une philosophie de liberté des collectivités locales que dans celle de la centralisation étatiste développée par Grand Paris Aménagement. Une fusion des structures qui serait un premier pas vers une probable fusion des départements contestée par l'opposition. Nous sommes pour des coopérations entre collectivités. De là à aller jusqu'à la fusion, il y a un pas que nous ne franchissons pas parce qu'aucun élu qui a siégé ce matin n'avait cette proposition dans son programme. À l'ordre du jour, le vote du budget primitif 2016 et la création d'un budget annexe, un budget light selon les présidents d'un montant de 446 000 € réduit pour l'essentiel à l'archéologie préventive.
Et nous vous en parlions dans notre journal le 20 juin dernier. Rappelez-vous, les agriculteurs avaient manifesté sur la route nationale 12 contre le projet d'implantation d'un centre Leclerc à Galuy. La commission départementale d'aménagement commercial des Yvelines a tranché et vient de dire non à l'implantation de ce projet sur la friche industrielle près de la gare de Montfort-Méret. Un vote à la quasi-unanimité, car sur les 11 personnes qui siègent à cette commission, 9 se sont prononcées contre, tandis que 2 autres se sont abstenus. Depuis son annonce officielle début 2016 et le dépôt d'un permis de construire en avril dernier, ce projet de 3500 m² avait suscité une forte opposition. Une pétition avait même récolté plus de 6000 signatures contre ce projet. Et je vous le disais en titre, nous allons parler golf aujourd'hui avec la 100e édition de l'Open de France de golf qui démarre donc ce jeudi à Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 60 000 personnes sont attendues sur les greens pour voir les 26 Français en compétition, mais aussi les têtes d'affiche comme Rory McIlroy, Victor Dubuisson ou encore Alexander Lévy. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil à cette première journée de compétition. Mickaël Elmidoro, notre journaliste sportif, est sur place pour prendre la température. Oui Flora, nous sommes au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes avec Paul Hermitage, le responsable du Golf National. Alors Paul, cette première journée était vraiment intense sur les greens. Absolument, c'est parfait. Intense sur les greens et en dehors des greens parce qu'on a eu beaucoup de monde. Au niveau des scores, c'est parfait. On a un Français qui est dans le top 3 là pour le moment. Et tout porte à espoir qu'on aura pas mal de Français parce qu'ils jouent plutôt bien sur leur parcours. Oui, les Français se débrouillent pas mal. Oui, tout à fait. Largement au-dessus, au mieux que la moyenne. On a Rory, notre star, qui nous a fait venir un énorme public aujourd'hui. Donc ça, on n'a jamais vu autant de monde un jeudi, le premier jour du tournoi, qu'aujourd'hui, ça c'est sûr. Justement, on va regarder les réactions sur la venue de Rory McIlroy. Ça représente une grande star, un grand joueur qui a beaucoup d'avenir. Il a un beau swing déjà, il s'énerve pas beaucoup, il garde ses nerfs et ça m'inspire à jouer. Je suis content parce que c'est la première fois que je le vois et ça m'incite vraiment à jouer. Dès qu'on a appris la nouvelle, il était décidé qu'on viendrait pour cet Open de France. Mon fils en rêve depuis 2 ans, il a même fait un devoir d'école cette année sur Rory McIlroy. Donc il était évident qu'on ne pouvait pas rater cet événement. Je dirais que ça représente un modèle. L'exemple du sportif, mais qui a aussi que les bons côtés du sportif et pas tous les mauvais côtés qu'on peut voir dans d'autres sports. Bon, en tout cas, Paul, ils sont ravis de voir Rory McIlroy ici à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, il nous gâte Rory en étant là parce qu'il est quand même, comme vous dites, numéro 3 mondial. Il y a un grand tournoi, un championnat du monde qui se déroule exactement en même temps aux États-Unis. Mais il a choisi de venir ici parce que c'est le 100e Open de France, parce que c'est le parcours de la Ryder Cup dans 2 ans. C'est un repérage pour lui aussi parce qu'on vient de faire les travaux, comme vous savez. On en a beaucoup parlé et il n'a pas joué le parcours depuis 2010. Et effectivement, nous on le sent dans tout ce qui est vente de billetterie, ça a un impact non négligeable sur l'événement. Vous pouvez chiffrer cet impact ? Oui, on peut vous donner des tendances en pré-vente, c'est-à-dire les commandes de billetterie sur Internet. On a vendu 40% de plus que l'année dernière. Et on est à peu près au niveau des ventes aujourd'hui, ce soir, dans la totalité de l'année dernière. Donc on a 3 jours qui restent. Et ça vous pousse encore plus peut-être à attirer des têtes d'affiche ? Oui, c'est la preuve que ce type de politique, stratégie marche, mais la stratégie de l'Open de France, c'est de privilégier tout le plateau, c'est-à-dire de ne pas payer ce qu'on appelle de appearance money, ne pas payer les joueurs pour venir. La dotation elle est déjà très élevée, elle avoisine 4 millions d'euros chaque année. C'est d'ailleurs le tournoi le plus doté sur le continent européen, derrière 1 ou 2 tournois en Angleterre. Donc c'est pas notre politique pour le moment. Donc il faut qu'on trouve les moyens de garder cette relation qu'on a actuellement avec Danny Willett, avec Rory, Danny Willett qui a gagné le premier majeur de l'année, le Masters, qui sont venus faire l'honneur à la France cette semaine. Et est-ce que c'est le plus beau Open de France de l'histoire ? Écoutez, ce serait mal placé de ma part de dire oui. Pour nous, aujourd'hui, c'est le plus beau. Pourquoi ? Parce qu'on vient de passer une période intense de travaux sur le parcours. Tout de suite derrière l'Open de France l'année dernière, on a fermé le parcours. 9 mois de travaux, je le rappelle. Oui, c'est ça, avec 130 personnes par jour, une dizaine d'entreprises qui intervenaient. On a carrément bouleversé le parcours. Et donc d'ouvrir le 1er mai à temps, dans les budgets en plus, et avoir un Open 6 semaines après avec les pires pluies qu'on ait jamais connues ici aussi, pour nous c'est une belle récompense cette première journée.
Et les retours sont positifs de la part des joueurs? Oui, très positif. On a des retours, et on n'a pas de retours négatifs. On a des très bons retours sur les changements du parcours, les changements sur le dessin, notamment sur le 4, 5, le 1, le green du 1, le green du 16. Évidemment, on savait que c'était humide parce que tout le monde sait qu'il a beaucoup plu, mais les retours sont hyper positifs. Il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux hier soir. Les joueurs sont repartis après leur entraînement. Ils ont beaucoup tweeté, des choses vraiment sympas, comme quoi c'est un des parcours, si c'est pas le parcours qu'ils préfèrent dans l'année, et un des plus difficiles. Sur le plan sportif, Rory McIlroy pour l'instant 23e, Victor Dubuisson, le Français superstar ici à Saint-Quentin-en-Yvelines, est également 23e. Ils ont fait un score plutôt logique. Oui, je pense qu'ils ont rempli leur contrat de la première journée. La première journée, c'est toujours un peu difficile parce qu'effectivement, il y a la foule. Deuxièmement, pour Rory, par exemple, il a joué le parcours pour la première fois hier, après 6 ans d'absence. Donc, c'est qu'une reconnaissance du parcours avant le jour J. Et Par aujourd'hui sera, je pense, largement dans le cut pour demain soir. Donc oui, je pense qu'ils ont rempli leur contrat. Ils ne se sont pas éloignés de la tête, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils ne sont pas en tête non plus, ce qui leur laisse pas la pression demain. Et si vous deviez faire un pronostic sur cette Open de France? Vous n'êtes pas gentil là, parce que... Alors je vais jouer corpo et je vais dire un Français. Ok, c'est noté. Voilà, Florane, peut-être un Français gagnera l'Open de France selon Paul Hermitage. Merci Mickaël. Alors réponse ce dimanche, le vainqueur pourrait être connu aux alentours de 18h. Et nous continuons à parler swing et birdie en plateau dans notre entretien avec nous, notre invité Jean-Pierre Sevestre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes maire de Coignères, mais surtout vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge du sport. Alors c'est un événement très important. Cet Open de golf, ça fait 25 ans qu'il est organisé au Golf National. Comment vous êtes un petit peu organisé ? C'est très important, bien sûr, et c'est le 100e Open de golf. Donc c'est très important. C'est très important pour la communauté d'agglomération. Nous sommes partenaires, bien sûr, de la Fédération française de golf pour cet événement. Et j'en viens, justement, puisque j'ai passé une partie de l'après-midi sur place. Et c'est une grande réussite, je pense. Votre reportage le signale bien. C'est une grande réussite que cette première journée, pour un jeudi, il y avait affluence sur les greens. C'est exceptionnel et c'est très important pour les retombées économiques que nous pouvons avoir sur l'agglomération. Je rappelle que nous avons également, au sein de nos services d'agglomération, des secteurs qui permettent, au sein du développement économique et de l'emploi et de l'enseignement supérieur, nous avons des possibilités, après rencontre avec les chefs d'entreprise, avec les promoteurs que nous pouvons rencontrer à l'occasion de cet événement, de cette compétition du circuit européen très importante, nous avons l'occasion donc ensuite d'accompagner les entreprises sur l'agglomération, accompagner bien sûr pour son développement, mais accompagner également pour certaines sociétés. Nous avons Promopole. Justement, vous avez une tente, une loge là-bas, donc à l'Open. Est-ce que c'est l'occasion justement de nouer des partenariats avec les entreprises qui sont également sur place ? Bien sûr, c'est l'occasion de louer des contacts, d'avoir des contacts avec les différents chefs d'entreprise qui peuvent se rendre bien sûr sur l'événement, et puis les promoteurs qui peuvent chercher également des occasions, des opérations, des projets sur l'agglomération. Donc c'est l'occasion au cours de ces journées de rencontrer différents acteurs économiques qui sont très très importants pour l'agglomération, parce qu'il ne s'agit pas de s'endormir, il s'agit toujours d'évoluer et d'avancer dans nos projets économiques très importants sur le territoire, avec notre projet de territoire qui doit être élaboré d'ici quelques mois. Alors l'Open de golf, c'est vrai que c'est une superbe vitrine. 60 000 personnes sont attendues sur cet événement. Il y aura forcément donc, des retombées économiques aux alentours. Au niveau du tourisme, est-ce que vous avez anticipé cela également ? Oui, il y a effectivement des retombées sur l'environnement au point de vue accueil, au point de vue hébergement, au point de vue restauration. Nous avons bien sûr
anticiper ceci, mais nous avons également dans nos projets, c'est une répétition par rapport à la Ryder Cup. Justement, oui, je voulais y venir, c'est une répétition parce qu'à la Ryder, il y a 60 000 personnes qui sont attendues donc jusqu'à dimanche. Et à la Ryder Cup, c'est à peu près entre 60 et 70 000 personnes qui sont attendues chaque jour. Elle aura lieu en 2018. Tout à fait. Il faudra bien s'organiser pour C'est presque demain. Nous avons une réflexion, nous avons un comité de pilotage, effectivement, un comité de travail avec European Tour pour l'organisation de cet événement Ryder Cup, qui est bien sûr notre prochaine échéance en golf. Mais il ne faut pas non plus oublier notre candidature sur les Jeux Olympiques 2024. Vous pensez que ça peut vraiment vous renforcer, vous aider justement Ça peut bien sûr nous renforcer et nous aider pour les Jeux Olympiques, la candidature de Paris 2024, bien sûr, avec notre golf national et l'organisation de l'Open de golf régulièrement sur notre golf, bien sûr. Alors vous avez déjà eu l'occasion de vous entraîner avec les championnats du monde au Vélodrome l'année dernière. Là aussi, c'est une autre répétition. Est-ce que du coup, on peut imaginer qu'il y aura d'autres infrastructures qui vont sortir pour d'autres grands événements sportifs sur Alors, d'autres grands événements sportifs, nous avons effectivement le golf, le vélodrome, mais nous avons également, pour les Jeux Olympiques 2024, nous avons en projet l'aménagement également de la colline d'Élancourt pour accueillir les épreuves de VTT. Donc là également, il y a une réflexion et un aménagement du site envisagé pour l'accueil des Jeux Olympiques 2024. Et autour du coup, on pourrait imaginer peut-être plus d'hôtels, plus d'accueil, peut-être des restaurants aussi. Bien sûr, aussi. Également, c'est l'occasion d'améliorer nos infrastructures de tourisme, nos infrastructures d'accueil en hébergement, restauration, bien sûr. Est-ce que déjà cet événement, ça crée de l'emploi sur 50 ans en Yvelines ? L'événement crée de l'emploi. L'événement crée de l'emploi, ne serait-ce que pendant l'événement lui-même, mais je pense que ça crée de l'emploi également indirectement, puisque nous rencontrons des chefs d'entreprise, nous rencontrons des promoteurs, nous rencontrons des gens qui veulent créer sur l'agglomération, et je pense qu'indirectement, il faut créer de l'emploi, et ça doit créer de l'emploi. Alors c'est vrai que voilà, il y a le vélo, il y a aussi le golf. C'est un peu des sports qui se démocratisent, mais qui sont quand même élitistes. Vous pensez attirer le vélo n'est pas très élitiste quand même. Le vélo sur piste peut-être. Le vélo sur piste. J'ai fait beaucoup de vélo et je ne considérais pas ça comme un sport élitiste. Mais du coup, le golf, c'est vrai que ça attire des grosses entreprises. C'est ça que vous visez ? Nous visons ceci, mais ça n'attire pas seulement les grosses entreprises. Et nous avons effectivement aussi sur l'agglomération, nous avons à l'étude Ski Cub qui permettra au cœur de l'agglomération d'avoir un pôle d'incubation d'entreprises, d'entreprises innovatrices en développement, en laboratoire. Alors vous-même, vous êtes chargé du sport pour l'agglomération depuis cette année. Est-ce que votre ambition, c'est de donner une dimension plus importante au sport dans l'agglomération, que ce soit sur des grands événements ou peut-être sur des plus petits événements ? Mon souci, effectivement, c'est de favoriser les grands événements. Nous n'avons pas cité les championnats d'Europe qui doivent se dérouler d'ici 3 mois au Vélodrome, les championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Mais il ne faut pas oublier, à côté des grands événements, nous avons des associations sportives au sein de l'agglomération et qu'il convient également d'aider. Et bien sûr, il nous faut également favoriser le haut niveau, car nous avons les Jeux Olympiques justement en 2024. Et pourquoi pas favoriser le haut niveau pour l'accès aux Jeux Olympiques pour nos athlètes, bien sûr. D'autres infrastructures sur l'agglomération, je pense que j'ai cité la colline d'Élancourt. Et là, actuellement, il n'y a pas d'autres projets d'infrastructures sportives. C'est déjà très important. Alors, l'Open de golf, c'est jusqu'à dimanche. Vous-même, vous serez présent ? Bien, écoutez, j'étais présent cet après-midi, je serai présent demain une bonne partie de la journée également, et puis dimanche, je serai également une partie de la journée sur le parcours. Si vous avez une petite préférence par rapport à un des joueurs ? Écoutez, Victor Dubuisson, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Pierre Sevestre d'être moi qui vous remercie, avec madame. Nous sur ce plateau. Merci, bonsoir. Bonsoir. Et partons à présent en vallée de Chevreuse, ou plus précisément à Saint-Lambert. Mardi soir, le nouveau centre de séminaire Port-Royal, complètement ou presque entièrement rénové, a été inauguré. Et pour l'occasion, il a même été béni. Et ce n'est pas une façon de parler. L'évêque de Versailles, Monseigneur L'aumônier, était sur place pour effectuer ce rite pas si inhabituel pour un lieu. Regardez. Écoute, Seigneur Jésus, la prière de tes serviteurs qui inaugurent aujourd'hui ce lieu, en implorant ta bénédiction.
Une réouverture sous les meilleurs auspices. Après un an de travaux, le centre de séminaire Port-Royal situé à Saint-Lambert a été inauguré. Fondé à l'origine en 1964 par les moines bénédictins, le lieu a été béni par l'évêque de Versailles. Bénir, Dieu bénit, Dieu dit du bien de nous, Dieu fait du bien. Et au fond, les personnes et les lieux, j'allais dire toute la création est bénie par Dieu et toute la création est appelée à bénir Dieu. Le lieu a été créé par cette communauté religieuse. Un prieuré est toujours situé à côté de ce centre très attaché aux valeurs de la religion chrétienne, d'où la bénédiction. C'est un beau geste. Le centre appartient à une communauté religieuse, les Assomptionnistes. Et pour marquer notre appartenance à cette communauté, on a demandé à notre évêque, Monseigneur Aumônier, de venir pour marquer cette transformation du centre. Voilà, donc c'est un geste fort. Le centre Port-Royal dispose d'une dizaine de salles de réunion et d'une cinquantaine de chambres. Il sera prêt à accueillir de nouveaux séminaristes dès le milieu du mois d'août. Tout autre sujet à présent, c'est une nouveauté à plaisir. La bibliothèque du château s'est équipée du lecteur DAISY avec une prise en main simple et adaptée. L'appareil permet aux personnes malvoyantes et handicapées de pouvoir lire ou plutôt d'écouter des livres audio mais également des CD. Depuis avril, 2 de ces lecteurs sont accessibles au grand public. C'est Camille Lambert qui vous en parle. Regardez. Chapitre 19. Nous sommes en 1963. DAISY, c'est le nom de cet appareil. Un outil adapté pour répondre aux besoins des personnes handicapées ou malvoyantes. Le lecteur permet d'écouter un livre sonore ou un CD. À plaisir, la bibliothèque du château s'est équipée. Les touches, elles sont conçues vraiment pour le toucher. Donc si la personne veut arrêter, l'éjecter, bon, il suffit d'appuyer. Éjecter. Voilà. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il parle. Et si je veux le remettre donc en route, il reprend exactement au même niveau où je me suis arrêtée. Régler le débit de lecture, revenir à une phrase, passer de chapitre en chapitre, autant de fonctionnalités accessibles facilement. En partenariat avec l'association Valentin Haüy, la bibliothèque possède 2 lecteurs DAISY. Les agents souhaitent les présenter au public. Nous allons en faire aussi des démonstrations prochainement à la Maison Rousseau, qui est un club de 3e âge, pour le 3e âge sur la ville, et à l'hôpital de gérontologie sur la ville. Notre objectif, c'était ça, d'aller vers ces publics empêchés. Ils sont non-voyants, malvoyants, mais ils ont envie de lire, de continuer à être un pied dans la culture, un pied dans la lecture. On est là pour ça. Avec le service maintien à domicile de la ville, la bibliothèque peut également prêter le lecteur aux personnes à mobilité réduite. La médiathèque de l'association Valentin Haüy dispose d'un fonds de 20 000 livres audio DAISY. Si les retours sont positifs, la bibliothèque de plaisir prévoit d'investir dans des appareils supplémentaires. Le culte qu'on y célèbre. Et on se quitte avec un mot sur l'Euro 2016. Ce soir, le Portugal et la Pologne s'affrontent pour le premier match des quarts de finale. Le Vélodrome de Marseille les accueillera à 21h. Quaresma avait sauvé son équipe face à la Croatie. La semaine dernière, les supporters portugais résidant dans les vignes sont confiants, mais surtout impatients. Écoutez-les, ils ont répondu à Patrick Jacques de Dixmude. On a hâte de voir le match et on espère qu'on va gagner. Ça va être serré, mais c'est jouable. 2-0 pour nous. But de Ronaldo en première mi-temps, Quaresma en deuxième, parfait. Confiant, je pense qu'on... 2 buts de Quaresma, un but de Ronaldo. Força Portugal! Força Portugal! Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez votre journal de fin de semaine présenté par Wilfried Richy avec l'essentiel de l'actualité. Mélanie Poquet vous donnera des idées de sortie avec ses invités dans le 7-8 Week-end. Quant à moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et un excellent week-end.